Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ouvre ce jour la 13e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Je tiens avant toute chose à saluer chaleureusement la population de Bandundu-Ville et à travers elle l'ensemble du peuple du Kwilu, ainsi que les autorités provinciales et locales pour la qualité de l'accueil qui nous était réservé. Dans cette hospitalité légendaire et exemplaire s'exprime avec force et simplicité l'attachement de nos concitoyens à l'unité nationale, à la paix et à la solidarité entre les provinces de la République. La tenue de cette session a une double exigence, constitutionnelle et politique. Constitutionnelle parce que notre architecture institutionnelle, notamment l'article 200 de la Constitution, ainsi que les articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, consacre la conférence des gouverneurs comme un cadre régulier de concertation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Politique parce qu'à l'heure où notre pays doit produire davantage, mieux nourrir sa population, créer des emplois et renforcer sa cohésion nationale, la gouvernance territoriale ne peut plus être regardée comme une question périphérique. Elle est désormais au cœur même de notre ambition nationale. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes,
et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau: aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux. Partout dans le monde, la question agricole a cessé d'être un sujet sectoriel parmi d'autres. Elle est redevenue une question de puissance, de stabilité et de souveraineté. Pour l'Afrique, cette prise de conscience a été clairement réaffirmée par la déclaration de Kampala sur les systèmes agroalimentaires résilients et durables, adoptée par l'Union africaine en janvier 2025 dans le cadre du nouveau cycle du Programme agricole africain global, CAADP, 2026-2035, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Pour la République démocratique du Congo, cette réalité revêt une importance, une portée encore plus décisive. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural occupent une place centrale dans nos priorités. Car derrière ces secteurs se jouent en réalité des questions décisives de stabilité sociale, d'aménagement du territoire, de sécurité, de justice économique et de dignité nationale. Mesdames et messieurs, nous devons néanmoins avoir le courage de regarder la réalité en face. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral demeure entravée par des contraintes structurelles majeures. Parmi celles-ci figurent l'insécurité persistante dans plusieurs territoires, les conflits fonciers et agro-pastoraux, la faiblesse des infrastructures de desserte, ainsi qu'une coordination encore insuffisante, souvent marquée par le chevauchement des interventions et le manque de cohérence des initiatives. À ces difficultés s'ajoute l'insuffisance des financements, l'accès limité aux intrants, aux technologies et aux services d'appui, la prévalence des maladies animales, les effets croissants du changement climatique, ainsi que le déficit d'encadrement structuré des producteurs
et des coopératives. Le draft soumis à notre examen en dresse à juste titre un diagnostic sévère mais lucide. Il montre combien ces obstacles nourrissent la pauvreté rurale, accentuent l'exode vers les centres urbains, alimentent une urbanisation désordonnée et en définitive fragilisent la cohésion sociale. C'est précisément pour répondre à ces défis que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives structurantes. Je pense notamment au programme de transformation de l'agriculture, au programme national de développement agricole, à la relance des filières prioritaires, à la structuration des coopératives, à la promotion de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux efforts entrepris pour améliorer la gouvernance sectorielle et renforcer le capital humain. Je pense aussi au programme de développement local des 145 territoires que j'ai voulu comme un instrument concret de correction des inégalités territoriales et de transformation rurale durable des conditions de vie dans nos milieux ruraux. Comme le rappelle justement le draft, ce programme vise à rapprocher l'action publique des populations à travers la réalisation d'infrastructures et la fourniture de services de base à l'échelle des territoires. Je pense également au projet d'aménagement des agropoles appelés à jouer un rôle dans la révolution agricole que nous voulons conduire. Il s'agit de structurer les bassins de production, soutenir la transformation locale, créer des emplois et mieux relier le monde rural au marché. Le déploiement progressif de ces agropoles, avec l'implication des provinces et des entités territoriales décentralisées, sera déterminant. Je pense enfin au couloir vert Kivu-Kinshasa, initiative majeure que nous avons lancée en 2025 et qui traduit une vision nouvelle de notre développement. Une vision dans laquelle la paix, la production, la cohésion nationale et la protection de notre patrimoine naturel avancent désormais d'un même pas. Ce projet ambitieux, adossé à la création de la plus vaste aire protégée communautaire au monde, ne répond pas seulement à un impératif environnemental, il porte une ambition plus profonde, transformer des espaces fragilisés par des conflits en territoires d'opportunités, d'activités légales et de prospérité durable. À travers ce couloir vert, nous faisons le choix de substituer à l'économie de la guerre une économie de la vie, du travail et de l'espérance. Il s'agit de protéger nos forêts, de restaurer les écosystèmes, de créer des emplois durables, de soutenir une agriculture responsable, de stimuler la transformation locale et de mieux relier les bassins de production à l'Est aux grands marchés de consommation de l'Ouest. Par les partenariats engagés, par les infrastructures sobres qui les accompagnent, par les chaînes logistiques, énergétiques et agro-industrielles qu'appelle le couloir vert, celui-ci incarne une conviction forte, à savoir, en République démocratique du Congo, la transition écologique peut et doit devenir un levier de stabilité, de souveraineté et de paix durable. Mesdames et messieurs, distingués participants, la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se heurte pas seulement à des défis techniques et financiers. Elle se heurte aussi, trop souvent, à des faiblesses de gouvernance, à des blocages institutionnels, à des rivalités de pouvoir, à une mauvaise articulation entre les niveaux de décision et parfois à une compréhension
imparfaite de ce que signifie réellement la décentralisation dans un État unitaire. Je veux le dire avec gravité. La stabilité institutionnelle dans les provinces n'est pas un sujet périphérique. Elle est une condition du développement. Aucune politique agricole sérieuse ne peut prospérer dans un environnement marqué par des crises répétées entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Aucun investisseur, aucun partenaire, aucune communauté productive ne peut se projeter sereinement là où l'incertitude politique devient la règle, là où les conflits institutionnels paralysent l'action publique et là où les priorités varient au gré des calculs de circonstances. De la même manière, aucun développement rural durable ne peut naître dans un climat dominé par l'affrontement permanent, l'instabilité des équipes, la confusion des responsabilités ou la politisation excessive des mécanismes de contrôle. La décentralisation n'a jamais eu pour vocation de faire des provinces des foyers de tension permanente. Elle n'a jamais eu pour objet de substituer aux exigences de bonne gouvernance des logiques de confrontation, de captation ou de blocage. Elle a été voulue pour rapprocher l'État du citoyen, pour adapter l'action publique aux réalités locales, pour responsabiliser les acteurs territoriaux et pour faire émerger dans chaque province des dynamiques de développement conformes aux potentialités propres, à leurs potentialités propres. J'attends donc de tous les acteurs provinciaux et de tout particulièrement des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales qu'ils se montrent à la hauteur de cette responsabilité historique. Le contrôle parlementaire provincial est légitime, il est nécessaire, il est sain dans une démocratie, mais il ne peut devenir un instrument de chantage politique ni d'instabilité chronique. Il ne peut être détourné de sa finalité pour servir des intérêts particuliers, des agendas personnels ou des équilibres précaires sans rapport avec l'intérêt général. De la même manière, l'autorité de l'exécutif provincial ne saurait s'exercer dans l'opacité, dans le mépris des textes et dans l'affaiblissement délibéré des mécanismes de redevabilité. Ce dont nos provinces ont besoin, ce n'est ni d'institutions paralysées, ni d'institutions rivales. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions qui se respectent, qui coopèrent, qui se contrôlent mutuellement dans le cadre de la loi et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur des populations. Madame et Messieurs les gouverneurs, vous êtes au premier rang de cette exigence. Dans vos provinces respectives, vous êtes les pivots de l'action publique territoriale, les relais essentiels de la vision nationale et les garants de sa traduction concrète sur le terrain. Vous n'êtes pas seulement comptable d'une administration, vous êtes responsable d'une méthode, d'un climat de travail, d'une discipline de gouvernement et d'une capacité collective à produire des résultats. À l'échelle provinciale, vous êtes les facilitateurs entre le pouvoir central
les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les investisseurs. À ce titre, votre responsabilité est décisive. Être gouverneur, ce n'est pas seulement administrer le quotidien, c'est imprimer une direction, maintenir la cohésion, prévenir les crises, arbitrer avec discernement et protéger les intérêts de la province sans jamais les dissocier de ceux de la nation. C'est en définitive faire vivre la République jusque dans ses territoires les plus éloignés. C'est un sacerdoce. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne se décrète pas depuis Kinshasa. Elle se construit dans les provinces, dans les territoires, dans les chefferies, dans les secteurs et dans les villages, au contact direct des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des coopératives, des PME rurales et des marchés de proximité. C'est pourquoi l'ambition agricole que nous portons aujourd'hui ne pourra se réaliser pleinement qu'à travers des exécutifs provinciaux stables, structurés et crédibles, capables d'inscrire leur action dans la durée et de la déployer avec constance, en cohérence avec la vision que je porte pour la nation. Car le temps du développement n'est plus celui de l'agitation institutionnelle. Il exige de la continuité, de la lisibilité et de la constance. Je vous invite donc à faire de vos provinces non pas des espaces de conflit, mais des espaces de résultats. Non pas des théâtres de rivalité improductive, mais des laboratoires de solutions. Non pas des centres de consommation administrative, mais de véritables pôles de production, d'investissement et de transformation. Mesdames et messieurs, le développement rural ne se résume pas à produire davantage. Il suppose d'abord de mieux gouverner les territoires de production. Gouverner ici signifie sécuriser le foncier, désenclaver les bassins agricoles, lutter contre les tracasseries et les prélèvements illégaux, garantir un minimum de sécurité dans les zones de culture, de pêche et d'élevage, et créer un climat de confiance pour les producteurs, les commerçants, les coopératives, les transformateurs comme pour les investisseurs. Or, sur chacun des sujets, la province est un échelon décisif. C'est à ce niveau que se mesure très concrètement la crédibilité de l'action publique. C'est là que le citoyen voit si l'État agit réellement ou s'il s'efface. C'est là, surtout, que nos institutions doivent démontrer leur capacité à produire autre chose que des textes, des routes praticables, des marchés organisés, des zones de production sécurisées, des filières structurées, des recettes bien gérées et des services effectivement rendus aux populations. Voilà pourquoi je tiens à insister sur un point: il n'y aura pas de transformation agricole durable sans gouvernance provinciale exemplaire. Il n'y aura pas de développement rural solide sans discipline budgétaire. Il n'y aura pas de connexion efficace aux marchés urbains sans planification territoriale cohérente. Il n'y aura pas d'investissement soutenable sans sécurité juridique et institutionnelle, et il n'y aura pas de progrès réel tant que les ressources publiques continueront d'être dispersées, mal priorisées ou détournées de leur finalité première, qui est de servir le producteur et au-delà, le citoyen. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, notre ambition est claire: mieux relier les territoires ruraux aux centres urbains, mieux intégrer la production locale aux chaînes de valeur, mieux connecter nos provinces aux marchés nationaux et régionaux, afin de faire émerger une économie plus équilibrée, plus inclusive
et plus résiliente. Une telle ambition appelle des investissements soutenus dans les routes de desserte agricole, les capacités de stockage et de conservation. Nous devons sortir, partout où elles subsistent encore, des logiques de crise répétées, de blocages stériles et d'arrangements précaires. Nous devons faire prévaloir une culture de responsabilité, de continuité de l'État et de résultats mesurables. Nous devons surtout démontrer à notre peuple que les institutions provinciales peuvent être des instruments d'efficacité, de stabilité et de développement et non des foyers d'incertitude. Madame et Messieurs les gouverneurs, j'attends de vos travaux des recommandations précises, réalistes et courageuses. J'attends qu'elles portent non seulement sur la transformation des secteurs agricoles, halieutiques et pastorales, mais également sur les conditions institutionnelles, administratives et de gouvernance sans lesquelles cette transformation demeurera inachevée. J'attends enfin que chacun reparte d'ici avec une conscience renouvelée de sa responsabilité. Car au fond, le sujet de cette session dépasse largement le seul cadre sectoriel. Il nous renvoie à une interrogation plus fondamentale. Quel type de gouvernance voulons-nous pour accompagner la transformation de la République? Voulons-nous une gouvernance de l'agitation ou une gouvernance de la structuration? Voulons-nous des institutions en concurrence ou des institutions en complémentarité? Voulons-nous administrer la pénurie ou organiser la production? Voulons-nous subir nos contradictions ou bâtir méthodiquement notre souveraineté? Au fond, le choix qui est devant nous est simple. Soit nous continuons à subir nos contradictions, celles d'un pays riche, mais qui importe encore trop, celles d'un pays fertile, mais où la faim progresse encore, celle d'un pays jeune, mais où trop de bras demeurent sans emploi, soit nous décidons avec méthode, constance et discipline de faire de nos provinces de véritables pôles de production, d'échange et de prospérité. C'est ce second chemin que j'ai choisi pour la République démocratique du Congo. En effet, j'ai fait le choix de la stabilité, de la responsabilité et de l'action. Je veux des provinces qui produisent. Je veux des provinces qui inspirent confiance. Je veux des provinces qui coopèrent avec le pouvoir central dans un esprit républicain. Je veux des provinces qui deviennent, pour leur jeunesse, des espaces d'opportunité et d'avenir, et non des espaces d'impasse. Parce qu'en définitive, transformer l'agriculture, la pêche et l'élevage, ce n'est pas seulement développer des filières, c'est stabiliser les territoires, c'est renforcer l'unité nationale, c'est donner du concret à la décentralisation, c'est restaurer l'autorité utile de l'État, c'est créer de la richesse là où vivent nos populations, c'est faire reculer plutôt la dépendance, la pauvreté et la frustration. Enfin, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens de sa souveraineté. C'est sur cette conviction que je déclare ouverte la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province, je voudrais, avant toute chose,
saluer la qualité des échanges que nous avons eus, la franchise qui a marqué nos débats ainsi que le sens de responsabilité dont chacun a su faire preuve. Je tiens également à exprimer une nouvelle fois ma profonde gratitude à la population de Bandundu-Ville et de Kikwit, ainsi qu'à l'ensemble du peuple du Kwilu pour l'accueil chaleureux et mémorable qui nous a été réservé. En choisissant de tenir cette session ici, au cœur d'une province au potentiel immense, nous avons voulu faire plus qu'honorer une exigence institutionnelle. Nous avons voulu placer notre réflexion au plus près du terrain, au contact des réalités, des attentes et des promesses de nos territoires. En ouvrant ces assises, j'avais souhaité qu'elles soient un moment de vérité, de responsabilité et d'engagement collectif. Je puis dire, en les clôturant, que cette exigence a été pleinement rencontrée. Nos travaux ont mis en lumière une évidence. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne saurait être regardée comme une simple politique sectorielle parmi tant d'autres. Elle touche à l'essentiel: la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat des ménages, l'équilibre entre villes et campagnes, et au-delà, la souveraineté même de la République. Cette exigence est d'autant plus pressante que la République démocratique du Congo demeure confrontée à une insécurité alimentaire de grande ampleur. Des dizaines de millions de nos compatriotes en subissent encore les effets, et les projections font état de 26,6 millions de personnes en situation de crise ou d'urgence alimentaire au début de l'année 2026. Une telle réalité nous oblige à agir vite, à mieux nous coordonner et à produire davantage avec méthode, constance et responsabilité. Distingués participants, mesdames et messieurs, en marge de cette session de la conférence des gouverneurs, j'ai, à travers mon itinérance dans le Kwilu, pu me rendre compte, une fois de plus, de l'étendue des potentialités agricoles, économiques et énergétiques de cette province. Mais j'ai également identifié les blocages qui freinent son plein essor, notamment l'insuffisance des infrastructures, les difficultés de desserte, la faible fluidité des échanges, la sous-valorisation du potentiel énergétique et plus largement l'ensemble des contraintes qui empêchent encore le Grand Bandundu de jouer pleinement son rôle dans l'approvisionnement de Kinshasa et dans la dynamique économique nationale. Ce constat vaut autant pour le Kwilu que pour nombre de nos provinces, sinon pour l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi les solutions que nous préconisons ici ne doivent pas être regardées comme des mesures limitées à une seule province. Elles ont vocation à inspirer, avec les adaptations nécessaires, une approche plus large, appelée à être étendue à toutes les provinces présentant des potentialités comparables et confrontées à des contraintes analogues. À cet égard, les priorités identifiées pour le Kwilu revêtent une portée exemplaire. Et je veux aujourd'hui en réaffirmer avec clarté toute la portée stratégique. La première priorité est la relance de la production agricole dans le Kwilu et plus largement dans l'ensemble du Grand Bandundu. Cette région dispose de terres arables abondantes, d'une vocation nourricière évidente et d'une proximité stratégique avec Kinshasa. Elle peut et elle doit redevenir un bassin majeur de production vivrière, de transformation locale et de création de richesses.
Mais une telle ambition ne se réalisera pas par de simples déclarations. Elle suppose des investissements utiles, des intrants accessibles, un accompagnement technique des producteurs, une meilleure organisation des coopératives, des mécanismes efficaces de collecte et d'évacuation, ainsi qu'une véritable logique de chaîne de valeur depuis le champ jusqu'au marché. Mais produire davantage sans pouvoir évacuer, c'est décourager. Produire sans transformer, c'est appauvrir. Produire sans relier les bassins de production au marché, c'est laisser mourir la valeur même avant même qu'elle n'ait été créée. C'est pourquoi la réhabilitation des infrastructures de connectivité revêt ici une importance décisive. Elle concerne au premier chef les infrastructures routières stratégiques, notamment la route nationale numéro 17 sur l'axe Mongata-Bandundu. Cet axe n'est pas une route parmi d'autres. Il constitue un corridor vital dans la capitale et l'espace du Grand Bandundu. Son état d'impraticabilité affecte directement l'évacuation des produits agricoles, la circulation des biens et des personnes, ainsi que le développement des échanges économiques entre les provinces. En outre, cet effort de réhabilitation doit également intégrer les infrastructures fluviales et portuaires, en particulier le port de Bandundu, dont l'exploitation connaît aujourd'hui un ralentissement préoccupant. Le manque d'équipements portuaires fonctionnels, l'indisponibilité ou la vétusté de certains matériels de manutention, notamment les grues, réduisent fortement les capacités de chargement et de déchargement des marchandises. À cela s'ajoute la dégradation avancée de plusieurs infrastructures essentielles, notamment les bâtiments portuaires dans un état de délabrement prononcé, ainsi que les quais profondément détériorés au point de poser de réels problèmes de sécurité et de limiter l'accueil optimal des embarcations. Dans une province comme le Kwilu, appelée à jouer un rôle accru dans la relance de la production agricole et dans l'approvisionnement des grands centres urbains, une telle situation ne peut perdurer. La modernisation des infrastructures routières et portuaires doit donc être envisagée de manière complémentaire dans une même logique de désenclavement, de fluidification des échanges et de soutien à la production. J'instruis en conséquence le gouvernement d'engager avec diligence les actions requises en vue de la réhabilitation de la route numéro 17, particulièrement sur le tronçon Mongata-Bandundu, ainsi que la remise à niveau du port de Bandundu et de ses équipements essentiels. J'enjoins également les services compétents à identifier de manière progressive mais résolue les autres infrastructures prioritaires de la région, notamment les routes de desserte agricole, afin de mieux relier les bassins de production aux marchés de consommation et de transformation. Mesdames et messieurs, nous devons aller encore plus loin. La question n'est pas seulement de relier Bandundu à Mongata, la question est de mieux relier les provinces entre elles. La question est de rendre possible une économie intérieure plus fluide, plus cohérente et plus intégrée. D'où la troisième priorité, qui est la promotion du commerce interprovincial et la dynamisation de l'économie locale. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un pays vaste dans sa géographie, mais fragmenté dans son économie. Il ne suffit pas de relier les territoires à la capitale. Il faut aussi relier les provinces entre elles. Le commerce interprovincial doit être libéré des lenteurs administratives,
des ruptures logistiques, des barrières indues, des tracasseries, des prélèvements illégaux et de la multiplication de taxes qui découragent les producteurs et étouffent l'initiative. À l'heure où la ZLECAf nous invite à renforcer les échanges intra-africains et les chaînes de valeur régionales, nous devons d'abord commencer par fluidifier notre propre marché intérieur. Il n'y aura pas d'intégration africaine forte sans intégration économique nationale crédible. La quatrième priorité est la valorisation du potentiel énergétique. L'énergie est la condition silencieuse mais décisive de toute transformation économique sérieuse. Une énergie fiable et accessible est indispensable à l'industrialisation locale, à l'essor de l'agro-industrie, à l'installation d'unités de transformation et à l'attraction des investissements productifs. Là où l'énergie fait défaut, la production plafonne et l'investissement hésite. Là où elle devient disponible, c'est toute la chaîne de valeur qui commence à se structurer. À cet égard, la mise en service historique du barrage de Kakobola représente une opportunité stratégique pour le Kwilu et pour toute la région. Il doit être considéré non comme un projet isolé, mais comme un levier structurant pour l'agro-industrie, la transformation locale, la création d'emplois et l'attraction d'investissements productifs dans le Kwilu et au-delà. J'instruis de ce fait le gouvernement central, en collaboration avec les autorités provinciales, de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la valorisation de ce potentiel, en examiner les modalités optimales de développement et mettre en place les conditions favorables à l'investissement dans les secteurs productifs. Ce que nous engageons pour le Kwilu doit ainsi préfigurer une méthode de transformation applicable à toutes les autres provinces. Partir des potentialités réelles, lever les blocages structurels, investir dans les infrastructures, fluidifier les échanges, sécuriser l'énergie et organiser l'action publique autour des résultats tangibles. C'est à cette condition que nos provinces deviendront partout sur le territoire national de véritables pôles de production, de croissance et de prospérité. Distingués participants, mesdames et messieurs, la transformation de nos provinces ne dépend pas seulement des moyens financiers, des routes ou de l'énergie. Elle dépend aussi, et peut-être d'abord, de la qualité de notre gouvernance. Je l'ai affirmé à l'ouverture de cette session. Je le réaffirme à la clôture. La stabilité institutionnelle dans les provinces est une condition du développement. Là où les conflits entre exécutifs provinciaux et assemblées provinciales se multiplient, là où les rivalités de personnes prennent le pas sur le sens de l'État, là où les mécanismes de contrôle sont détournés à des fins de pression, de blocage ou de marchandage, l'action publique s'affaiblit, l'investissement recule et les populations attendent en vain les résultats qui leur ont été promis. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à la responsabilité politique de tous. Ce dont nos provinces ont besoin, ce ne sont ni des institutions rivales, ni des institutions paralysées. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions solides, résilientes, qui coopèrent et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur de l'intérêt général et du bien-être des populations. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, j'ai suivi avec une grande attention vos différentes adresses et je tiens à vous assurer qu'elles ont retenu toute mon attention. Les préoccupations et attentes
et propositions qui y ont été exprimées traduisent à la fois la gravité des défis auxquels nos provinces sont confrontées et la volonté partagée d'y apporter des réponses appropriées. Je demande à Madame la Première ministre, vice-présidente de la Conférence des gouverneurs, de prendre en charge avec diligence les doléances formulées et de s'employer à la recherche de solutions possibles dans le respect de la loi et au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Comme vous l'avez justement rappelé, dans notre pays, la production vivrière repose principalement sur les paysans et les coopératives. Ce sont eux qui, chaque jour, portent l'effort nourricier national. À ce titre, ils doivent être placés au cœur de notre action politique. J'attends donc du gouvernement qu'il renforce l'organisation des exploitants, qu'il structure et accompagne davantage les coopératives, qu'il améliore l'accès aux intrants, aux technologies et aux marchés, et qu'il veille à une meilleure sécurisation du foncier agricole. J'invite également les provinces à prendre des mesures concrètes et adaptées à leurs réalités respectives, notamment par la délimitation claire des terres afin de prévenir les conflits, la mise en place progressive de cadastres agricoles, l'organisation rationnelle des zones de production en fonction des caractéristiques des sols, ainsi que le renforcement de l'encadrement et de l'appui technique aux producteurs. La question du financement du secteur agricole a, elle aussi, retenu toute mon attention. Les ressources existent, tant au niveau national qu'auprès des partenaires techniques et financiers. Mais leur impact demeure encore en deçà des attentes en raison de leur dispersion, d'un déficit de coordination et de certaines contraintes institutionnelles qu'il nous revient désormais de corriger avec lucidité et détermination. J'engage à cet effet le gouvernement à poursuivre la réforme du cadre légal afin de lever les obstacles qui freinent encore l'investissement privé, à finaliser l'opérationnalisation effective du Fonds national de développement agricole en tant qu'outil dédié à la maturation et au financement de projets agricoles bancables et à assurer une rétrocession régulière des ressources aux provinces afin de leur permettre de mettre en œuvre avec plus d'efficacité leurs programmes agricoles. Je veux enfin insister sur un point essentiel. Les recommandations issues de cette 13e session de conférence des gouverneurs de province ne sauraient demeurer dans les comptes rendus ni s'épuiser dans les intentions. Elles doivent être suivies des faits. J'attends donc du gouvernement qu'il en assure le traitement diligent, qu'il en décline les suites opérationnelles avec méthode et responsabilité et qu'il me présente, dans les délais appropriés, un plan clair de mise en œuvre portant notamment sur les infrastructures prioritaires, la relance de la production agricole et la fluidification des échanges interprovinciaux. J'attends également que les suites de cette conférence permettent l'organisation rapide de l'atelier de haut niveau sur la gouvernance du secteur agricole afin de mieux articuler les interventions, de clarifier les responsabilités, d'améliorer le climat des affaires et de doter notre pays d'un cadre plus robuste de pilotage de la transformation agricole. Telle est, au fond, l'ambition qui doit nous guider. Bâtir une république dans laquelle l'agriculture, l'énergie, les routes, le commerce et la gouvernance ne soient plus des promesses éparses, mais les piliers convergents d'une même transformation nationale. Car en définitive, relancer l'agriculture, réhabiliter les routes, fluidifier les échanges, valoriser l'énergie et stabiliser les institutions, ce n'est pas juxtaposer la politique publique.
c'est bâtir la souveraineté concrète de la nation. C'est rendre à nos provinces leur vocation productive, c'est redonner de l'espérance au monde rural, c'est renforcer l'unité nationale par les résultats, c'est donner un contenu réel à la décentralisation, c'est restaurer l'autorité utile de l'État, c'est préparer par le travail et par l'ordre un Congo plus fort, plus cohérent et plus prospère. C'est sur cette conviction que je déclare clos les travaux de la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province. J'annonce par ailleurs que la 14e session se tiendra à Matadi, dans la province du Congo central, au mois de décembre 2026. La 15e session, quant à elle, aura lieu dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province. Hymne national. Oui, le président de la République a clôturé en annonçant que les 2 prochaines sessions se seront à Matadi au mois de décembre 2026 et à Kananga à une date qui sera fixée en 2027. Edi Chala. Voilà, donc le président de la République a clôturé cette session, je vous l'ai dit. Plusieurs recommandations ont été formulées. Celle de la 12e, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a donné le niveau d'exécution de chaque recommandation dans ses provinces, dans son compte rendu public, 25% pour les recommandations totalement exécutées et puis une trentaine de recommandations sont en cours d'exécution, ce qui fait environ 60%, et puis une recommandation non exécutée, soit 2%. Et tous les détails ont été donnés et plusieurs recommandations ont été faites pour cette nouvelle session avec un accent particulier et sur l'agriculture, le développement rural, mais aussi et surtout les ressources halieutiques dans nos provinces. Le président a parlé de la province du Kwilu qui doit rester une province nourricière
pas seulement de Kinshasa, mais surtout, et le président de la République a parlé de l'intégration de l'économie nationale. Il faudrait relier les provinces entre elles pour que l'activité provinciale trouve du répondant dans l'exercice régulier des échanges entre personnes, mais aussi entre territoires et pourquoi pas entre les provinces de la République démocratique du Congo. Le président a demandé expressément au gouvernement d'agir pour que la route nationale numéro 17 soit finalisée par le gouvernement, soit financée et pour que la fluidité soit en réalité. Alors que nous terminons, on a parlé des ministres provinciaux en charge de l'agriculture. Nous avons le ministre provincial en charge de l'agriculture du Haut-Tuélé qui est avec nous ici alors que nous allons terminer cette session. Monsieur le ministre, vous avez suivi les recommandations de cette session, mais aussi les décisions prises par le président de la République. Comment dans le Haut-Tuélé vous accueillez ces échanges et ces décisions? D'abord, nous disons les thèmes tels que choisis par le président de la République pour cette 13e session de conférence. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.